Tout d'abord, je remercie le CND de m'avoir invité. Attendez, je vais passer le micro. Voilà, c'est fait. J'ai pris aussi une formation sur l'utilisation de la télécommande, comme ça vous évite. Ma présentation elle est plutôt simple, hein. C'est quasiment, on va dire, une diapo par une sorte de bookmark, donc il n'y a pas de... Vous n'aurez pas à faire travailler beaucoup votre intelligence. Je sais qu'après un déjeuner aussi copieux, c'est difficile de redémarrer la machine humaine. Donc, ça devrait aller. Pourquoi utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi utiliser la cartographie dans la veille? Ça va être très rapide, hein, je vous rassure. La cartographie pour la recherche d'informations, en fait, c'est donner des exemples d'outils gratuits qui sont disponibles qu'on peut utiliser. Certains d'entre eux, vous les connaissez sûrement, j'espère que vous ne les connaissez pas tous, sinon ma présentation n'aurait servi à rien du tout, à part passer un peu de temps. La cartographie pour identifier des concepts ou des mots-clés, la cartographie pour faire de l'analyse de l'information et le mind mapping pour réaliser un livrable. Alors vous pouvez vérifier que pour le quatrième, pour le cinquième, je n'ai pas dit la cartographie pour réaliser un livrable, mais j'ai bien dit le mind mapping. Il y a toute une discussion sur la cartographie et le mind mapping. Certains disent que le mind mapping ne fait pas partie de la cartographie, d'autres disent oui. C'est un peu ce qu'a dit Stéphane et M. Gitala. La cartographie se base sur une quantité d'informations et de données à analyser, alors que le mind mapping, c'est nous-mêmes qui allons créer les nœuds. Et donc ce que je viens de présenter, c'est justement la création de nœuds. Ce n'est pas une analyse automatique d'un corpus. Voilà pourquoi j'ai mis le mind mapping pour réaliser les livrables et non pas la cartographie pour réaliser les livrables. Un mot très rapide sur Sibian parce qu'on n'est pas Renault ou Peugeot pour que tout le monde nous connaisse. Pas encore. Nous avons 4 métiers: veille, alerte, études stratégiques, c'est-à-dire que les entreprises sous-traitent chez nous leur veille. On les accompagne à mettre en place leur propre système de veille pour qu'ils deviennent autonomes et indépendants. Nous réalisons des audits des systèmes de veille qui soient ou non équipés d'outils. Et enfin, une formation professionnelle à créer. Mais vous avez un site web, cela ne vous intéresse pas, et moi non plus, mais ne le dites surtout pas à mon PDG. Pourquoi utiliser la cartographie dans la veille? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cartographie. Et là, on va retrouver des concepts qui ont été déjà dit, représenter de l'information de manière visuelle, mettre en évidence des relations qu'on ne voit pas forcément sur un texte linéaire, organiser l'information, identifier des signaux faibles, parce qu'il est vrai que parfois la cartographie peut identifier un signal faible lorsqu'elle est bien faite. Parfois un concept qui est totalement à part peut s'avérer une information extrêmement importante. Pourquoi il est dans son coin? Soit la cartographie a été mal faite, c'est pour ça, ou alors il y a peut-être un signal faible à creuser. Et enfin, élargir notre champ d'investigation. Parce que quand on voit une carte, c'est comme si on regardait en même temps 20 ou 30, 40 pages de résultats d'un moteur de recherche, mais en même temps, d'un seul coup d'œil. Je ne fais pas page 1, page 2, page 3. Je vois la cartographie, je vois tout, sur un seul coup d'œil. La cartographie, donc, pour la recherche d'informations. Un outil très simple que je suis sûr que la majorité d'entre vous connaissent, il s'appelle TouchGraph, c'est un outil gratuit, il se base sur l'index de Google. Il fait la même recherche au fait que Google, sauf que cette fois-ci, il présente le résultat d'une manière de carte. Ce que j'avais tapé, alors, juste une petite astuce, lorsque vous allez sur TouchGraph, vous allez voir qu'il est payant. En fait, il suffit juste de cliquer sur démo et c'est totalement opérationnel. Jusqu'au jour où ils vont se rendre compte qu'il est totalement opérationnel, ils vont le couper. Pour l'instant, cliquez sur démo, parce que sinon vous allez nous dire, il nous présente un truc payant alors qu'il nous l'a vendu comme gratuit. J'ai juste tapé cartographie de l'information et j'ai eu ces résultats. En voyant le CND, c'est logique, mais en fait on voit tout ce qui est... Alors là, ça c'était une recherche très simple. J'aurais pu faire une recherche beaucoup plus compliquée, et là on pouvait voir par exemple que Actueligence ou Pico peut être en relation avec un autre site ici. Ce qu'on ne voit pas sur les résultats linéaires de Google. On a résultat 1, 2, 3, on ne voit pas les relations entre eux. Avec une recherche, avec TouchGraph, on peut voir les relations qui existent entre les résultats eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un résultat qui est en 20e place peut être en relation avec un résultat qui est en 2e place. Pourquoi? Ça peut donner des idées pour creuser. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est de taper aussi des noms de personnes. On dit bien, je t'ai googlé, tu m'as googlé. Aujourd'hui, on google tout le monde. Plutôt, voilà, just google it, exactement.
plutôt que de googler sur Google, on peut essayer de googler sur TouchGraph et voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat. On peut avoir des résultats intéressants. Pas toujours, hein, mais il faut tenter. Arrêtez de googler. Aujourd'hui, on cartographie, on ne google pas. Donc l'adresse, c'est ça. Chaque fois, je vous mettrai l'adresse à la fin. Toujours avec TouchGraph, mais cette fois-ci, on peut cartographier notre propre réseau Facebook. Ce n'est pas mon réseau Facebook, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas sur Facebook. Ne me dites pas pourquoi, comment... C'est une longue histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai caché... Non, on discutera plus tard, peut-être la raison. Ça peut... Non, écoutez. Non, ça fera partie... Ça sera une question. Ça sera une question à la fin de la présentation. La personne concernée, elle est là. Alors, ce qui est intéressant, parce que vous allez me dire, oui, mais mes amis Facebook, je les connais puisqu'ils sont mes amis. Mais vous ne connaissez pas forcément les amis de vos amis, de vos amis, de vos amis. C'est une relation. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, à chaque fois que vous le rencontrez, vous avez l'impression qu'il connaît plein de trucs sur vous. Vous dites, mais comment il sait? J'en ai pas parlé à lui. Mais avec un truc comme ça, il faut voir qu'il y a peut-être une relation avec une personne là, et lui, il est là. Mais en fait, lui, il n'est pas en relation avec vous. Vous dites, bah, c'est peut-être l'autre qui est en train de lui filer des informations que je lui donne. C'est peut-être ça. Ça peut donner des idées comme ça. On peut s'amuser avec un outil comme ça. Pardon? On peut le retraiter en s'amusant. Ah, bien sûr. C'est pour ça que je ne suis pas sur Facebook. non, je plaisantais. Donc on est toujours sur TouchGraph. Hein, et quand vous cliquez sur démo, vous aurez les deux. Facebook et Google. Une autre manière de présenter les résultats, on l'a vu aussi ce matin avec le professeur Duclam, je crois qu'il en a parlé. C'est une sorte de clusterisation. Donc ça permet de découvrir des concepts. Alors ce que j'avais tapé, c'est veille stratégique. Supposons que je ne sais pas ce que c'est que la veille stratégique. On me demande de faire une recherche sur la veille stratégique ou un dossier sur la veille stratégique. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais taper ça sur Google, bien sûr. Ça, alors attention, je ne suis pas en train ici de vous dire n'utilisez pas Google ou Gmail ou quoi que ce soit. Allez-y, franco. Mais il y a d'autres outils qui peuvent nous aider. Par exemple, là, je tape veille stratégique. Qu'est-ce qu'il va me donner? Bien sûr, tout n'est pas intéressant. Mais là, il m'a sorti intelligence économique. Moi qui ne connais rien en veille stratégique, je me dis, tiens, pourquoi il y a ce mot qui sort, intelligence économique? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Qu'est-ce qui me permet? Ça me permet de découvrir de nouveaux mots-clés et des mots-clés qui sont liés pour mieux comprendre ce que je suis en train de chercher. Il va me sortir des logiciels de veille. Tiens, il existe, on tape en veille stratégique, je sais qu'il existe des logiciels de veille. Peut-être qu'on m'a demandé de chercher des logiciels de veille, justement. Mais je ne savais pas si ça existait, je me suis dit, je reste large, veille stratégique. Et je continue, je vois veille stratégique LinkedIn, plateforme de veille stratégique, observatoire de l'économie, portée. Après, il y a des noms qui ne veulent rien dire. Hein. Bon, CCI, je ne vais pas dire que ça ne veut rien dire, attention. Il y a mise en place, ça peut être intéressant. Si je suis intéressé à la mise en place de la veille stratégique, je peux cliquer sur mise en place pour dire, au fait, en cliquant, je réaffine ma recherche sans revenir sur le moteur de recherche et retaper le mot. J'affine ma recherche au fur et à mesure, juste en cliquant. Alors, la couleur les plus foncées là, c'est un peu, on va dire, ce qui est le plus pertinent par rapport à ce que vous avez cherché. Après, attention, la pertinence dépend de l'outil que vous cherchez. Ça ne veut pas dire que ça, c'est plus pertinent que ça. Mais dans l'index de cet outil, c'est comme ça qu'il a calculé. Dans Google, quand c'est le premier résultat, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Mais Google l'a considéré comme le plus pertinent. Il faut toujours garder ça en tête. Ce qu'on voit n'est pas toujours vrai. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut faire en arabe aussi. Bien sûr, il reste encore quelques petits couacs. En tapant Zakat, ça dit, il me donne l'intelligence économique. Dans l'absolu, on va dire c'est bien, c'est la traduction. Ouais, mais bon. Voilà, traduction littérale. Parce qu'en fait, les anglo-saxons, ils ne parlent pas d'intelligence économique, ils parlent de competitive intelligence, ce qui n'est pas pareil. Donc on retrouve l'Iqada, Ma'lumat, Anshita, Tanmiya, Wikipédia, donc c'est ça ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il est multilingue. Je n'ai pas testé en chinois parce que je ne connais pas le chinois. Donc, si quelqu'un parmi vous connaît le chinois, il peut y aller. Le mot grand, il a changé. Le mot grande.
grande. Ah non, non, attention, non, mais c'est pour ça. Ah, faites attention, ce n'est pas une traduction. On est toujours par rapport à l'index de l'outil. Quand vous allez faire la recherche en arabe, il ne va pas vous traduire ça. Non, c'est par rapport à l'index arabe qu'il a, lui, dans sa mémoire, qui peut être totalement différent. Faites très attention à ça. On n'est pas dans de la traduction, on est dans de l'exploration. L'exploration, il y a des explorateurs qui sont morts, hein, pour la bonne cause. On peut présenter les résultats de manière circulaire. C'est exactement la même chose. Mais on peut se dire, moi je préfère les cercles. On est toujours dans la même chose. C'était toujours vers stratégique. On peut avoir les résultats par URL. Donc, est-ce que c'est les .fr qui m'intéressent, est-ce que c'est des sites en .org, ou c'est des sites suisses qui m'intéressent, ou c'est les com en général. Et on a quelques sites qui reviennent ici. Donc, on a plusieurs types de présentation sur une même requête. Sur Google, on aurait eu les 10 pages de résultats. Point. Là, on peut avoir plusieurs entrées. Bien entendu, si on utilise la recherche avancée de Google, on n'a pas les mêmes résultats. Mais on n'est pas... Là, on n'a pas utilisé de recherche avancée. J'ai juste tapé dans un formulaire de recherche et j'ai fait rechercher. C'est tout. Les sources qui sont utilisées par cet outil sont Ask, Bing, EntireWeb, Yahoo, Google, Theoma et Wikipédia dans leur version anglaise. C'est important toujours de savoir, lorsque vous utilisez un outil, quelles sont les sources qui sont interrogées, quels sont les index qui sont interrogés. Vous savez que Google lui-même, il avait dit, je crois qu'il y a 5 ans, c'est lui-même qui l'avait dit, il avait dit qu'il indexait 3% du web. Voilà. Donc finalement, vous cherchez dans 3% du web, quand vous faites Google. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est pour ça que Google a commencé à acquérir YouTube, a commencé à acquérir des plateformes de blog, c'est pour justement agrandir son index. Mais il ne va pas arriver à 80% ou 90% du web, c'est impossible. Donc quand vous cherchez dans Google, vous cherchez dans une toute petite partie de l'information gratuite et ouverte qui existe sur Internet. Je ne parle même pas des bases de données payantes. Oui. C'est comme tout à l'heure. Oui, la couleur, alors ça c'était bien sûr le résultat fait stratégique. Plus c'est foncé, plus il a trouvé le plus grand nombre de résultats vient de l'outil. C'est-à-dire que fait stratégique, il a trouvé plus d'informations dans Ask que dans Google. Dans l'absolu, il va me dire c'est pas logique. Et pourtant, justement, parce que l'algorithme de l'outil est comme ça. Donc faites très attention quand vous utilisez des outils. Toujours penser, ça va chercher où l'information. Où est-ce qu'il va chercher l'information et dans quelle langue. Un conseil, quand vous voulez chercher en arabe, utilisez des outils de recherche arabe. Quand vous allez chercher en anglais, utilisez des outils de recherche anglais. Je veux dire, on ne va pas utiliser Google France pour chercher en chinois. Ça marche, vous aurez des résultats. Mais sauf que le Google France n'est pas destiné à faire de la recherche en chinois. Un exemple très simple, prenez un site chinois, un gros site chinois, qui est écrit en 4 langues ou 3 langues. Vous avez le chinois, vous allez avoir des centaines de pages. Vous cliquez sur la version anglaise, déjà on passe à 50 ou 40 pages. Vous cliquez sur la version française, on se retrouve avec 10 pages. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'il faut toujours cibler la langue qui nous intéresse. L'adresse, c'est ça. C'est comme carotte. Deuxième carotte, je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais... Un autre outil, celui-ci, c'est un métamoteur, donc un peu comme l'autre, celui qu'on a vu. Il va interroger plusieurs moteurs, mais il va présenter ça d'une manière classique. C'est un peu, quand on voit ça, dans l'absolu, c'est ça pour nous la cartographie de l'information classique. Mais ça, ce n'est qu'un modèle de présentation. On l'a vu très bien ce matin avec le CNAM. Il y a plusieurs façons de présenter l'information cartographique, et ça s'appelle toujours cartographie. Donc là, pareil, vous avez, au milieu, on a tous les résultats qui veulent absolument rien dire. Là, j'avais tapé, comme il y a de l'arganier, soit j'ai tapé arganier, soit huile d'argon. Je ne me rappelle plus. En tout cas, ça tourne autour de huile d'argon. Ce moteur recherche dans Google, Ask, Bing, Yahoo. Vous voyez que j'insiste toujours sur les sources qui sont interrogées. Très important de le savoir. Il s'appelle polymeta.com. Ça, c'est un outil qui cartographie l'information qui est sur Wikipédia. Alors, il cartographie, je crois, 11 langues. Parce que vous savez que Wikipédia, vous
pouvez y accéder par langue. Vous avez le Wikipédia français, Wikipédia espagnol, Wikipédia anglais. Je crois qu'il y a 11 langues. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai tapé Argagné, là. Enfin, j'avais un formulaire. J'ai tapé Argagné. Et j'ai une cartographie. Ça veut dire quoi, cette cartographie? Dans Wikipédia, si vous tapez Argagné, vous avez la page de l'Argagné. Mais dans cette page, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mots où il y a un lien. Mais au fait, lui, ce lien, il est présent comme ça. Il y avait un lien aspect culturel, mais plutôt que de le chercher dans la page, je vois tout de suite, je vois, ah tiens, je vois Argagné. Qu'est-ce qu'il y a sur Argagné? Origine, tradition et usage, aspect, index, distribution. Déjà, je vois des termes qui m'intéressent, avant de me taper toute la page de Wikipédia, qui est quand même assez longue sur Argagné. Et là, je n'ai pas développé tous les... Je peux cliquer, je crois qu'il y en a encore qui ont des petits plus, où je peux développer. À quoi servent ces petites flèches en rang? Si je clique sur Source, Source devient la recherche principale. Et tout se réorganise, au fait, autour de Source. Je suis toujours sur ma page, je ne suis pas allé sur Wikipédia, je n'ai pas passé un quart d'heure à lire, à cliquer sur tous les liens, je vois tout d'un seul coup. Attention, je présente des exemples, je suis en train de te dire que Wikipédia est la meilleure des sources, ni les autres. Je suis en train de te présenter une façon de faire. Parce que Wikipédia, il y a tout un... Si on devait discuter de Wikipédia, il y a du pour et il y a du contre. Donc faites attention. Après, ne dites pas que J nous a dit qu'il faut utiliser Wikipédia. J'ai rien dit. L'outil s'appelle wikimindmap.org. La cartographie pour trouver des mots-clés. Même si on en a vu un petit peu avant. Mais cela, c'est vraiment que pour les mots-clés. Il y a un outil qui s'appelle VisiWords. Il n'est qu'en anglais. On ne cherche que dans des mots-clés en anglais. Peut-être qu'un jour il fera en français, mais c'est qu'en anglais. Mais la majorité de l'information qu'on trouve, elle n'est pas forcément en français. Il y en a, mais ce n'est pas la plus grosse partie de la masse d'informations qui existe. J'ai tapé économie, en fait, il va me donner... C'est tout simplement un dictionnaire visuel. C'est comme si je cherche dans un dictionnaire. Et si je passe la souris, par exemple, là, j'ai ma définition qui s'affiche. Mais c'est intéressant parce que ça va me donner les noms, les verbes, les synonymes, sans aller chercher, parce qu'en général, quand on ne trouve pas... Bon, économie, c'est sûr que c'est un mot très très facile. Et quand on ne trouve pas l'information, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des mots qui se rapprochent à ça. On se dit, c'est peut-être écrit d'une autre manière. Plutôt que d'aller prendre un dictionnaire ou de se connecter sur un dictionnaire, on peut tenter ça. Tout ce que je vous montre ici, c'est des trucs qu'il faut tenter. Ce n'est pas la solution. La cartographie, la veille, l'intelligence économique, les outils, tout ça, ce n'est que des moyens. La solution, elle est là. C'est vous, la solution, c'est vous. Ce matin, quand on parlait de la sécurité de l'information, vous savez que 80% des fuites d'informations sont humaines, ne sont pas outils. Moi, je connais des entreprises qui sont complètement fermées. On ne peut pas utiliser le CD-ROM, il n'y a pas de clé USB, il n'y a pas de fichier attaché, il n'y a rien, on ne peut rien faire à la limite. Sauf que le salarié, quand il quitte l'entreprise, il prend son cerveau avec lui. Le jour où on peut installer des pare-feux dans le cerveau, des antivirus dans le cerveau, mieux lorsque l'entreprise pourra garder les cerveaux de ses salariés à l'intérieur de l'entreprise, oui, là, on est plutôt dans la sécurité de l'information. Mais tant que le salarié sort, le savoir, il sort avec lui. Donc c'est lui qui doit être conscient de cette sécurité de l'information. Donc là, c'est des pistes que je vous donne, ce n'est pas des solutions. L'adresse de cet outil, c'est visiwords.com. Là, Thésaurus. On est dans la partie plutôt Thésaurus. Là, tous les hésistes, comme on l'appelle, ça va bien leur parler. Et ça va leur... oui, ça va leur faire mal, parce que ça va leur donner quelques notes. Ah, qui a dit que j'ai une mauvaise note? Là, celui-ci. Ce Thésaurus est disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol et néerlandais. Et l'adresse du Thésaurus, visualthesaurus.com. Maintenant, la cartographie pour l'analyse des informations. Alors, il existe des outils spécialisés. Là, ce n'est qu'un exemple. Pareil pour les logiciels professionnels, je ne montre qu'un exemple. Ça, c'est une cartographie de brevet qui a été réalisée par Matteo Patent. Alors, pour le brevet, vous avez aussi d'autres outils. Vous savez, j'aurais pu citer Lingway. Il y a certaines plateformes qui sont présentes ici qui peuvent aussi faire de l'analyse brevet. Quel est l'intérêt? Alors, vous allez dire, oui, les brevets, mais quel intérêt de faire une cartographie brevet? Déjà savoir qui dépose avec qui. Plutôt que de voir 500 brevets l'un après l'autre et noter les noms ou faire un fichier Excel,
Déjà, je vois tout de suite qui dépose avec qui. C'est pas le cas ici. Quelles sont les entreprises qui déposent avec quelle entreprise? Parce que parfois, il peut y avoir deux. Parce que cela peut expliquer, lorsqu'on est une entreprise innovante, parce que si on n'est pas une entreprise innovante, c'est vrai que ça ne parle pas trop. Mais par exemple, je vous donne l'exemple d'une entreprise innovante qui avait des ingénieurs qui déposaient des brevets, qui faisaient de la recherche. Leur brevet, enfin leur taux, on va dire, de dépôt de brevet descend et le taux d'un concurrent monte. Mais bon, on ne comprend pas. Mais en fait, on se rend compte que parce que l'équipe, on va dire, externe qui travaille avec cette entreprise dépose aussi des brevets avec l'autre entreprise. Et ça, avec la cartographie de l'information, ça sort tout de suite. Parce qu'il va analyser l'information brevet. On n'est pas dans le site pour savoir qui travaille pour cette entreprise. Ça ressort tout de suite parce que l'intérêt avec le brevet, c'est qu'il est structuré. Et c'est le même brevet partout. Quand on parle d'un brevet, il y a une norme pour dire le nom c'est ici, le déposant c'est ici, la date c'est ici. C'est pour ça que l'analyse des brevets, dans l'absolu, c'est la plus facile pour l'outil. Dans l'absolu, bien sûr. C'est là, les éditeurs, ils vont me sauter dessus pour me dire nous on se casse la tête pour créer des outils, toi tu nous dis que ça c'est plus facile à faire. Dans l'absolu, parce que c'est l'information la plus structurée. C'était un exemple, c'était Matteo Software, comme je vous ai dit, j'aurais pu en citer d'autres. Au niveau des plateformes professionnelles, nous avons Pico. Pour ces trois, je ne vais pas faire de présentation parce qu'ils sont là. Donc autant en profiter. Et puis, ça évite de faire des erreurs, on ne sait jamais. Quand l'éditeur est là et qu'on dit n'importe quoi, ça peut se retourner contre nous. Donc il y a Pico. Alors Pico, c'est ce qu'on appelle un pure player. Lui, c'est vraiment la cartographie pure, c'est vraiment son métier. Il boit, Frédéric prend un café cartographique, déjeune cartographie et dîne cartographie. Je ne sais pas s'il se couche cartographie, mais bon. De moins en moins. Ami et Digimon sont ce qu'on appelle des plateformes de veille. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que de la cartographie, donc ils vont faire ce qu'on appelle le cycle de veille classique, mais ils ont des modules qui vont vous permettre de faire de l'analyse cartographique. Le mind mapping pour réaliser un livrable. Là, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement des outils, parce que le mind mapping m'a déjà été traité ce matin, je ne vais pas encore vous refaire une couche. L'outil gratuit qui est le plus connu, c'est FreeMind. C'est l'outil le plus connu. Vous avez aussi FreePlane. Sinon, vous avez Xmind, qui est payant, mais au fait, vous pouvez continuer dans sa partie gratuite. Alors, je ne me rappelle plus des limitations, est-ce que vous ne pouvez pas enregistrer ou je ne sais pas quoi. Mais moi, ce que je fais dans ce type d'outils, c'est une astuce. Quand c'est des outils qui permettent d'enregistrer, je fais mon travail, surtout lorsque c'est visuel, je fais une capture d'écran et j'enregistre. C'est pas grave. Après, je vais perdre bien sûr mon travail, mais j'ai ma carte. Je fais une capture d'écran. Au niveau des solutions en ligne, parce qu'il existe aussi des solutions en ligne, si on ne souhaite rien installer. Il y a des outils qui s'appellent par exemple Spider Script, MindMaster ou MindModo. C'est des outils qui sont en ligne et gratuits. On peut créer notre propre carte. En général, il suffit de créer juste un compte gratuit. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser votre adresse email professionnelle, bien entendu. Parce que n'oubliez pas que tous les outils gratuits en ligne, ils ont des logs. Ils savent ce que vous faites. Comme Google, comme tout le monde, quoi. Tout outil qui est en ligne a un historique. Donc il sait ce que vous faites. Donc si vous utilisez votre adresse email pro, avec votre IP pro, avec tous les sujets très importants, on sait tout ce que vous faites, en fait. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont vendre cette information, quoi que ce soit, hein, bien sûr. Je pense aussi aux emails poubelles, je ne me rappelle plus comment ça, un nom, qui nous permettent de créer un email et qui s'autodétruit au bout d'une semaine. Attention, là aussi, si vous créez cet email, celui qui a créé ce service va se dire, s'il passe par mes services, c'est soit il a quelque chose à cacher, soit effectivement il ne veut juste pas être spammé. Donc il peut aussi garder des historiques de tout ce que vous faites. Donc toujours gardez ça en tête. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, méfiez-vous de tout, parce que là sinon tout le monde va sortir et personne ne va se connecter ce soir sur Internet. On va se dire, Google il garde des historiques, celui-ci il garde des historiques. Non, utilisez, mais gardez toujours ça en tête, qu'il y a toujours une tierce personne, au moins une tierce personne, qui peut savoir ce que vous faites, au moins. En termes de solutions payantes, qui sont très très intéressantes aussi, vous avez MindJet, qui s'appelait anciennement Mind Manager, peut-être que certains le connaissaient sous son nom, et NovaMind. Pareil, je ne donne que des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, c'est plutôt les plus connus. Voilà, j'ai fini, j'ai essayé d'être le plus court possible.
Alors je vous invite juste à lire la phrase qui est écrite en haut. Ça vous permettra de cogiter. Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail professionnel, dis-toi bien que des amateurs ont construit l'Arche de Noé et des professionnels Titanic. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'il ne faut pas sous-estimer les amateurs et il ne faut pas surestimer les professionnels. C'est ça ce qu'il faut garder en tête. J'ai oublié, je suis aussi administrateur de l'AMI, mais bon, j'ai oublié de l'ajouter. Sinon ça fait, on se dirait, lui, il se prend pour qui là? Voilà, merci.